Nous accueillons Jean Hervé. Peut-être a-t-il droit à quelques applaudissements de votre part. Standing ovation, je ne sais pas. Qui seront, avant qu'il ne nous présente la déclaration finale du Cercle des économistes, une forme de remerciement pour à la fois le fond des débats qui se tiennent depuis 3 jours et toujours la qualité et la convivialité de l'accueil des rencontres. Merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Et déclaration finale du Cercle des économistes. Le rebond. C'est un mot bien excessif, mais je me suis interrogé toute la matinée pour inventer une excuse pour expliquer que, contrairement à l'usage, on allait présenter cette déclaration dite déclaration finale, avant la fin des débats. Vous reconnaîtrez que c'est un paradoxe. Et je vous avoue les choses de manière très simple, je n'ai pas d'excuse, c'est simplement le fait que c'est le moment où vous êtes le plus disponible, le plus sérieux, et donc c'est le privilège des organisateurs de pouvoir intervenir là où ils le souhaitent. Vous aurez la déclaration dans 1h30, puisqu'on la distribuera à la fin du débat final. Je trouve qu'on s'était lancé dans une aventure compliquée, puisque le thème du rebond est un thème qui est quand même très paradoxal. On l'a dit en introduction, nous avons le sentiment que nous sommes plongés dans une crise et dans les faits, au fond, on essayait d'analyser la situation comme étant une possibilité d'évolution et c'est ce que nous avons fait dans cette déclaration qui était très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il fallait saisir l'air du temps, c'est-à-dire tous les débats, tout ce qui a été dit, pas toutes les positions, mais évidemment la sensibilité générale, mettre d'accord les 26 membres du Cercle des économistes. Évidemment, j'exclus de cet accord, non pas, je ne suis pas sûr qu'ils soient en désaccord, mais le membre du Cercle des économistes qui aujourd'hui exerce des fonctions éminentes au sein de la Banque centrale européenne. Vous comprendrez que sa fonction l'interdit de soutenir telle ou telle position, d'autant plus qu'elles sont assez vigoureuses. Cette déclaration que vous allez avoir, en réalité, repose sur 4 mots. 4 mots. Le premier mot, c'est le mot fatalité. Le second, c'est le mot atout. Le troisième mot, c'est le mot risque. Et le quatrième mot, j'ai hésité, mais c'est le mot réalisme ou choc. Mais comme tout le monde parle maintenant de choc, il vaut mieux parler de réalisme. Mais chacun reconnaîtra dans le mot choc Philippe Aghion qui nous a beaucoup inspiré. Fatalité, quand vous prenez non pas la crise que nous vivons, mais les 4 problèmes majeurs auxquels le monde aura à faire face, dans les années qui viennent. Très rapidement, c'est évidemment le problème de canalisation, de développement, de création et de diffusion des vagues de progrès techniques. Quand vous prenez le problème de la gestion du vieillissement, et de la transition démographique, qui est majeur, quand vous prenez le problème de la captation de l'épargne, où est-ce qu'elle sera canalisée, où elle sera utilisée, et quand vous évoquez le sujet de, la gestion ou la gestion de l'ensemble de l'économie mondiale, au fond, rien aujourd'hui ne permet ni d'affirmer que nous serons les leaders, que le leadership appartiendra au bloc dit du G7, c'est les pays avancés, mais rien ne permet d'affirmer que ceci est en fait impossible. Et donc, la fatalité, ce mot de fatalité, de déclin du G7 ou de la plupart des pays de l'OCDE, n'a rien d'évident. Et donc, cette fatalité ne s'impose pas. C'est la première conclusion à laquelle on arrive. Et vos travaux sont arrivés. Le deuxième mot, c'est celui des atouts. Alors là, il y a eu un débat intellectuel très fort qui a été lancé il y a déjà quelques décennies et qui oppose beaucoup d'économistes ou beaucoup d'historiens qui pensent, comme l'exemple le plus caractéristique, c'est David Landes, qui considère que les atouts, les avantages des pays occidentaux, ce sont des avantages qui sont à la fois naturels et qui sont éternels. Donc c'est une vision d'une sorte de fatalité à l'inverse. Ça nous conduit à considérer que notre monde est destiné à conserver un rôle spécifique. Et ces atouts
ces atouts qu'on ne peut pas nier, qui sont ceux d'avoir un état de droit, ceux d'avoir au fond un capital humain très développé, ceux d'avoir des formes de concurrence qui régulent nos systèmes, c'est celui d'avoir un développement de système financier très important. Ces atouts, en réalité, ne sont ni éternels, ni naturels. Ce sont des atouts historiques, ce sont des atouts construits, ce sont des atouts fragiles, et ce sont des atouts qu'il faut réactiver. Et donc, le regard que nous avons est un regard qui, évidemment, est un regard beaucoup plus nuancé et beaucoup plus distancié par rapport à cette vision rose de l'histoire de l'humanité. Non, le bloc des pays du G7, en réalité, à défendre aujourd'hui sa place dans un monde dans lequel il a des atouts, mais qu'il faut rebooster. Le troisième mot, c'est le mot de risque. Nous sommes, alors là je crois exprimer en quelques mots le sentiment de l'ensemble des membres du cercle des économistes. Peut-être qu'à côté du mot de risque, il faudrait ajouter le mot inquiétude. Nous sommes convaincus que l'endettement, et là je ne fais que répéter ce que Pierre a évoqué il y a quelques minutes, nous sommes convaincus que le problème d'endettement privé et public structure ou structurera la décennie qui vient. Et que ceux qui ne sauront pas résoudre ce type de difficultés, c'est-à-dire réduire et l'endettement public et l'endettement privé, n'auront pas la possibilité, en réalité, de retrouver des modes de croissance qui correspondent à ce qu'ils souhaitent. Ça ne signifie pas obligatoirement une croissance à la chinoise, ça signifie une croissance qui permet un équilibre des marchés du travail et des marchés des biens et services. Or, ce risque-là, ce risque d'endettement, il faut, et je débouche sur les 8 propositions, je ne vais pas vous les développer toutes les 8, mais les 8 propositions que nous faisons, ce risque, il faut le traiter de manière très, j'allais dire, sérieuse et systématique. Le premier risque, c'est celui que les pays du G7, dans les années qui viennent, gèrent leur échéancier et la réduction de leur endettement, donc l'échéancier de la réduction de l'endettement, de manière non coopérative, avec une vision peut-être qui est la plus excessive, qui est celle de penser qu'on pourrait avoir une guerre des monnaies entre les 4 monnaies essentielles du bloc, c'est-à-dire la livre, le yen, l'euro et le dollar. Et au fond, derrière cette idée, c'est l'idée que nous souhaitons voir le G7 se réactiver et se réapproprier ce problème, notamment ce problème de gestion collective du désendettement. Sur l'Europe, le risque, il est autant celui de l'endettement et de la difficulté à réduire cet endettement que celui j'allais dire, j'emploie le mot, mais d'une dépression, d'une stagnation forte ou d'une dépression. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement et très simplement, ce texte évoque 2 souhaits. Celui de se dire qu'il n'est pas tabou de réexaminer pour un certain nombre de pays dans les mois qui viennent l'échéancier de réduction des déficits. Ça n'est pas tabou. Et de la même manière, il est évident que si on repense en matière de croissance et en matière d'économie réelle dans la zone euro, il faut bien imaginer que des transferts puissent être faits vers les pays qui sont les plus en difficulté, et chacun a en tête le cas de l'Espagne, et c'est la raison pour laquelle nous proposons dans ce texte, au fond, une mesure assez originale qui consiste à utiliser les fonds structurels européens pour aider à la réduction du coût du travail dans un pays comme l'Espagne. C'est-à-dire de considérer qu'une partie des charges sociales est diminuée du coût du travail en Espagne. Donc c'est une sorte de dévaluation interne fiscale, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'évaluation, et que ce sont les fonds structurels qui aujourd'hui sont utilisés sur des projets qui sont des projets à très long terme, alors que ça c'est du très court terme. Sur la France, et je termine là-dessus, 2 minutes. Voilà. 2 minutes de proposition. Sur la France, les mots ont été très employés et j'ai toujours peur de l'incantation. Les économistes ont l'habitude soit de ne rien dire, soit d'être incantatoires. Je voudrais juste dire qu'il nous semble que 3 mesures spécifiques doivent être
évoquée et peut-être prise en compte sur un calendrier qui n'appartient pas aux économistes mais aux politiques. Nous considérons que le transfert, beaucoup plus important que ce qui était imaginé au moment du projet sur la TVA sociale, le transfert chacun se rappelle que les cotisations sociales pour les allocations familiales représentent de l'ordre quelque chose de proche de 34 milliards d'euros. Nous considérons que sur des modalités qui n'appartiennent pas aux économistes, mais que ceci, assez rapidement, doit être transféré vers la CSG. Alors, peut-être y a-t-il d'autres solutions, mais au fond, ce débat, nous n'apportons rien de nouveau si ce n'est une position. Sur l'accueil des jeunes, qui au fond fait partie de ce choc ou de ce souhait de voir les atouts de notre pays utilisés au maximum. La jeunesse est un des atouts de notre pays. Nous considérons, alors beaucoup de choses ont été évoquées, mais vous le verrez dans la déclaration, mais celle qui peut-être est la plus significative, c'est le fait de proposer ce qui a été proposé déjà il y a quelques années par un des nôtres, Pierre Cahuc, le contrat unique, c'est-à-dire le fait que les jeunes sont accueillis avec toutes les modalités possibles et imaginables, mais sont accueillis sur des contrats de travail qui sont des contrats normaux. Enfin, si l'on... Je pense que c'est un combat que nous sommes nombreux à mener, que l'on changerait complètement l'état d'esprit du fonctionnement du marché du travail et une partie de l'état d'esprit de notre jeunesse si on lui offrait des contrats de travail normaux. Puisque le normal, ça n'a échappé à personne. Temps écoulé, la dernière est moins gaie, mais plus rationnelle. En réalité, il faut que nous réduisions nos déficits. Il nous a semblé que le point le plus important, c'était le rééquilibrage de nos systèmes de retraite et que ce rééquilibrage supposait en réalité sur ce sujet qui pollue la discussion dans notre pays. Chaque Français a le sentiment qu'il est traité dans son système de retraite moins bien que son voisin. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué. Il faut mettre de la rationalité, il faut mettre de la transparence, il faut mettre une sorte de petite révolution. Donc c'est la raison pour laquelle nous plaidons pour une retraite par points. Alors après, quand on a dit ça, il y a beaucoup de modalités, avec l'exigence de réduire les déséquilibres des retraites, de les réduire en 30 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ajoute juste un dernier point, c'est que nous avons la chance d'accueillir 3 habitués de nos rencontres. Évidemment, Mario Monti, vraiment... Tout à l'heure, je ferai les remerciements en 2 minutes, mais je ne vous remercierai pas, mais c'est vraiment merci. Vous vous souvenez, vous êtes invité jusqu'à la fin de vos jours. Monsieur Zoumine, qui était venu l'année dernière dans des conditions absolument romanesques, et Pascal Lamy, qui est un ami du cercle depuis longtemps, et puis évidemment la quatrième... Qui est la quatrième il y a le président Giscard d'Estaing. Non, je parle de la dernière session. Bon. Voilà. Il y a la dernière session, ils vont Professeur Slaughter. Bon, et dernier, alors là, ce qui est réalisé, PricewaterhouseCoopers, vous savez, la société de climatisation, s'est engagé à s'occuper de Sciences Po pour le samedi. Merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi.